Bonjour, nous sommes heureux de vous trouver parmi nous pour assister à un webinaire que nous souhaitons avant tout le plus utile pour vous. Je vais d'ici quelques minutes vous présenter les différentes personnes qui vont m'accompagner sur ce webinaire. En tout cas, on est très très content que vous soyez parmi nous. On va aborder une thématique qui vous est chère, qui est une thématique qui est liée à la création d'entreprise. Je veux créer mon entreprise. Alors, euh, point de vigilance, on va vous donner et on va partager des repères qui sont génériques. Vous allez voir que nous ne sommes pas, en tout cas à ce stade, des juristes, nous ne sommes pas des fiscalistes. Donc, ne vous attendez pas à avoir des réponses hyper techniques, hyper précises, parce que vous êtes tous différents et vous avez tous des questions variées. Donc ça, vous pourrez les aborder plus particulièrement et on verra auprès de qui. Et c'est ça aussi l'objectif du webinaire, c'est de vous donner ces grands repères. Donc, concrètement, vous allez aujourd'hui vous rentrer dans le cadre du dernier jour des semaines de l'évolution professionnelle qui seront terminées ce soir, le 21 octobre, et qui ont pour objectif de vous apporter plein de réponses sur différents sujets. Ce webinaire, on va tout de suite partager aussi quelques éléments de consignes pour bien le vivre, qui soient le plus utile pour vous. Le premier élément, c'est qu'en bas à droite de votre écran, vous voyez un onglet chat, un onglet questions avec un point d'interrogation. Donc, s'il vous plaît, toutes vos questions, merci de les formuler vraiment au niveau de l'onglet questions. Si vous voulez discuter entre vous au niveau du chat, il n'y a pas de souci, mais vraiment l'endroit où nous pourrons traiter au fil de l'eau et surtout plutôt à la fin l'ensemble des questions, c'est avec ce point d'interrogation question. Donc, je vous remercie de bien l'utiliser. Autre élément, je l'ai évoqué, c'est avant tout donc un webinaire qui est organisé par différents opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces opérateurs du conseil en évolution professionnelle sont l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, donc vous voyez que le conseil en évolution professionnelle va dans les dom-toms, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Voilà, ce sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui est un service destiné aux salariés du privé et aux indépendants. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, nous savons que sur les 150, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, participants, et nous vous remercions, il se peut que parmi vous, il y ait des entreprises et il se peut qu'il y ait en effet des personnes du secteur public, donc des fonctionnaires. Ce n'est pas gênant, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous expulser, mais pour autant, et vous verrez par la suite, pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, ce sera possible uniquement pour les personnes du salarié privé. Voilà. Donc, si vous êtes fonctionnaire, il faudra vous rapprocher de votre structure RH, de vos conseillers RH de proximité, mais ça ne sera pas en tout cas auprès de nous. Mis à part ça, on est tous et aujourd'hui, donc ça s'inscrit dans les derniers jours du conseil en évolution professionnelle, des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est des événements 100% digitaux. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, on l'a évoqué. Et la thématique aujourd'hui, elle va être consacrée à la création d'entreprise avec un intervenant majeur qui s'appelle entre autres Jérémy. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Oui, bonjour à tous. Merci d'être là ce vendredi après-midi. Donc, Jérémy Thierry, je suis chef de projet d'un dispositif qu'on appelle Entrepreneur Leader qui accompagne les entrepreneurs en Île-de-France avant la création et l'immatriculation de leur société et également après. Et je représente une structure associative qui s'appelle BGE Paris, qui œuvre en Île-de-France, mais c'est un réseau national avec un petit peu plus de, je crois, une trentaine d'associations réparties sur le territoire francilien et les dom-toms. Merci Jérémy, mais je ne suis pas seul pour pouvoir m'accompagner et traiter vos nombreuses questions. Donc, comment s'appelle cette charmante personne qui a des lunettes? On ne t'entend pas, le micro.
Bonjour à tous, je suis Marlène Pilier, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution, pour la promotion du conseil en évolution professionnelle en Île-de-France. Donc j'accompagne Jérémy et Philippe aujourd'hui sur ce webinaire, plus particulièrement au niveau de la gestion du chat et des questions. Je vous ai mis un petit message à tous dans le chat. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions, surtout dans l'onglet questions, comme Philippe vous l'a précisé au départ. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Nous sommes ensemble donc pour 1 heure. Il est 16h06. Nous aurons fini à 17h. Et je suis moi-même donc chargé de mission partenariat. Donc voilà, avec Marlène, nous travaillons en binôme. Et je la remercie aussi, ainsi que Jérémy, d'avoir déjà avec vous ce moment qu'on souhaite le plus utile pour vous. Je veux créer mon entreprise. Alors, quand on veut créer une entreprise, on se pose plein de questions. Je vous rassure aussi, hein, le webinaire est enregistré et à ce titre, comme il est enregistré, ce que vous voyez et ce que vous allez voir, vous pourrez y accéder ce soir généralement, puisque c'est à la fin de l'ensemble des webinaires qui se terminent, on l'évoquait tout à l'heure. Donc, vous aurez accès au replay et vous aurez tout dedans. Donc, ne vous stressez pas. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on va vous montrer, vous pourrez le regarder tranquillement. Donc, les étapes pour créer ou reprendre une entreprise, comment le conseil en évolution professionnelle va pouvoir m'aider. Et puis, on va parler en particulier d'un dispositif démissionnaire, parce que c'est un des outils que peuvent utiliser les salariés lorsqu'ils sont en poste pour aller vers un autre projet. Mais concrètement, quand on veut travailler son projet de création à l'entreprise, c'est comme un projet professionnel que l'on soit dans une logique de projet de formation, de reconversion ou de création de reprise d'entreprise, il y a des étapes clés. Ces étapes clés vont passer par des incontournables. Le premier élément, c'est en effet d'avoir une méthodologie qui soit, entre guillemets, la meilleure pour concevoir son projet. C'est là où on va pouvoir, en effet, vous aider. Comment est-ce qu'on va programmer dans le temps? Voilà, entre ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on peut faire, on va vous aider à travailler sur une notion de rétro-planning. Ensuite, on sait très bien que si on est entouré de bonnes personnes, je précise bien, ça sera un élément favorable pour réussir notre projet. Les pistes alternatives, faut-il s'arrêter sur une réflexion, une possibilité? Non, vaut mieux en effet avoir des solutions de repli ou d'alternatives. Et puis, dans toutes ces différentes étapes, pour concrétiser ce projet de création de reprise, il y a certainement des éléments qui vont tourner autour de se former, voilà, au vu du projet. Derrière cette mise en œuvre du projet, on va vous proposer voilà, quelques éléments d'étape. Voilà, on vous suggère. Et est-ce que, Jérémy, tu peux nous en dire un peu plus sur ces étapes liées au projet? Ton micro, Jérémy. Je disais oui, en effet, je pense que vous en êtes tous conscients et vous le savez, hein, créer une entreprise, c'est un véritable marathon, hein, tant sur la phase de création que de gestion. Et c'est du travail, ça représente du travail de se lancer dans cette entreprise, ne serait-ce que pour être sûr que vous preniez la meilleure décision pour votre futur professionnel. Pour prendre une bonne décision, il faut maîtriser tous les éléments de contexte. Et ces étapes servent justement à cette maîtrise du contexte. Donc tout d'abord, on va regarder l'idée. Alors, non pas juger l'idée, mais valider le fait qu'elle corresponde à ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et c'est pour ça qu'on parle d'adéquation entre le porteur et le projet. Une fois qu'on a bien validé tout ça, on va basculer sur une étude commerciale qui va intégrer énormément d'éléments, on aura l'occasion d'en discuter après, une étude financière, puisque c'est important, et enfin, des aspects un petit peu plus techniques, juridiques, sociaux, fiscaux, des aides. On est un pays en France où il y a beaucoup d'aides et de soutien pour les entrepreneurs, donc essayons de voir un petit peu ce qui existe, les démarches et les formalités, et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez vraiment lancer votre activité. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail de chacune de ces étapes, en effet, le plus important, c'est à la fois le sens que vous allez donner au projet que vous avez envie de mener à bien, donc quel sens vous allez y trouver, et comment ça vous correspond, là où vous allez vous épanouir d'un point de vue
compétences à valoriser, compétences que vous avez pu développer tout au long de votre parcours, mais également les soft skills que vous avez pu développer. Et donc là, en effet, on va regarder qu'est-ce que vous savez produire, quel est votre savoir-faire, quels sont les diplômes que vous avez obtenus, vos expériences professionnelles et les connaissances du métier ou d'un secteur d'activité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bon vendeur? Est-ce que vous savez parler de votre projet? Est-ce que vous savez prospecter, vendre, fidéliser? C'est extrêmement important, en effet, pour un entrepreneur que de bien parler de son projet, ne serait-ce que pour bien s'entourer, comme ça a été dit précédemment, mais également pour pouvoir vendre. Est-ce que vous savez gérer du projet, du stock, des flux d'argent entrant, sortant, la gestion des délais, quand on s'engage vis-à-vis d'un client ou d'un fournisseur sur un paiement ou sur la livraison d'un produit, il faut vraiment respecter tout ça. Mais vous pourriez aussi également être un très bon manager qui sait recruter et gérer des hommes ou former. Donc c'est un petit peu la somme de ces éléments-là qui va vous permettre de dire oui, est-ce que le projet que j'ai envie de mener à bien me correspond? Alors, je me permets, Jérémy, de compléter en disant, vous vous doutez que quand on parle de produire, que ce soit en effet, proprement dit, si vous êtes demain dans une activité vraiment avec un produit en main, mais produire, c'est aussi produire un service. Hein. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Donc, derrière la notion de produire, vous avez ces deux sens. Ensuite, vous vous doutez que même si vous et moi, on est tous des héros, être capable d'être très bon dans la production, très bon dans la vente, très bon dans la gestion, et être aussi très bon manager selon si demain mon activité sera seule ou avec des salariés ou des collaborateurs, c'est rare qu'on cumule toutes ces qualités. Donc, ce qui est important, c'est qu'en effet, chacun d'entre vous ait une vision claire de ses limites, de ses points forts. Et en effet, il y aura matière après à se poser la question de comment je fais pour soit augmenter mes niveaux, soit m'associer avec d'autres compétences. Jérémy, je t'en prie. Oui, absolument. Bon, évidemment, l'entrepreneuriat, hein, c'est un esprit, c'est une dynamique. Vous pouvez, toutes et tous ici présents, avoir des raisons différentes qui fait que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, c'est vrai qu'il y a des points de repère qui sont les mêmes pour tout le monde. Il faut avoir, aimer prendre du risque. Même si des structures d'accompagnement sont là pour vous aider à le réduire, il faut prendre énormément d'initiatives, il faut être convaincant, avoir de la conviction, combatif, tenace. Mais également, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait repérer, exploiter des opportunités. On est tous confrontés dans notre quotidien à des problèmes ou à des besoins. Et un entrepreneur, c'est celui qui va s'interroger sur ça et se demander comment je peux répondre à ce besoin-là. Après tout, je ne suis pas tout seul, j'en suis convaincu, je ne suis pas tout seul à être confronté à ce problème-là. Comment je peux le résoudre? Et Oui, c'est à travers ces vrai questions-là qu'on crée de la valeur. C'est vrai que les mots comme ça paraissent anodins. On comprend tous avoir l'esprit d'un entrepreneur, mais concrètement, du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez seul ou si vous êtes associé et que vous devez porter le projet, que vous devez tout gérer et que face aux différentes problématiques, eh ben, vous n'avez plus un N plus 1, un N plus 2 parce que vous êtes le patron de votre activité. Voilà, il y a cette notion de dynamique et d'esprit d'entrepreneur, de prise de risque. Et il ne faut pas la minimiser parce que demain, vous la vivrez. Oui, Jérémy. Oui, mais encore une fois, il s'agit de le vivre en étant conscient de ses forces et de ses atouts et avoir une vision la plus holistique du marché dans lequel vous souhaitez travailler et vous implanter en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que la deuxième étape, qui est vraiment essentielle, hein, surtout que là, dans la manière dont ça vous est présenté, c'est très très large, c'est très important de connaître son marché. Et en fait, c'est encore plus important de connaître le qui, donc c'est-à-dire les clients, à qui vous allez vous adresser. Donc la première des choses, je vous l'ai dit, c'est essayer de s'interroger sur à quel besoin je réponds ou à quel problème je réponds. Ça, c'est la première des questions. Et ensuite, c'est qui est le plus souvent confronté à ce problème-là et donc à qui mon entreprise va apporter de la valeur. Un entrepreneur doit être celui qui connaît le mieux ses clients et le marché dans lequel il s'implante.
Donc, en effet, il doit se poser tout un tas de questions. Où est-ce que je vais m'implanter? Donc, ça peut être une boutique physique, mais ça peut être également sur Internet. D'accord? Et auquel cas, quels moyens? Est-ce que je fais plutôt une marketplace? Est-ce que je fais une solution SaaS? Est-ce que je fais plutôt une application, etc. Et là, vous verrez que la réponse dépend encore une fois des clients. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter aujourd'hui. Ensuite, dans le qui, on a également les concurrents. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur positionnement en matière de prix? Quelle est leur santé financière? Est-ce qu'ils ont pignon sur rue et auquel cas je peux me faire une petite place? Ou alors est-ce qu'ils sont au bord du gouffre et finalement, moi, je ne peux pas apporter beaucoup plus qu'eux, je ne peux pas énormément innover et peut-être que je vais me retrouver dans la même situation. Donc, c'est extrêmement important de regarder. Et également, qui sont mes fournisseurs? Auprès de qui je vais pouvoir acheter mes matières premières ou les éléments dont j'ai besoin pour fabriquer mon service? Et là, de la même manière, il faut également que vous regardiez quelle est leur santé financière, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, à quel délai je dois les payer, etc. Très important aussi, qu'est-ce que vous faites? Un produit, un service, quelle est ma proposition de valeur? Quelle valeur vous souhaitez apporter aux clients qui sont confrontés aux besoins ou aux problèmes que vous souhaitez résoudre? OK? Et le dernier point, c'est comment on fait tout ça? On en a parlé tout à l'heure. Un entrepreneur, ce n'est pas un super-héros avec tout plein de pouvoirs. Il n'est pas supérieur à vous et moi qui ne sommes pas potentiellement, je ne sais pas, peut-être que vous êtes déjà entrepreneur. Non, non. C'est quelqu'un qui sait identifier quels sont les moyens humains, matériels, dont il a besoin pour mener à bien et exécuter le service qu'il a promis, ou vendre le produit qu'il a promis à sa clientèle. Il faut savoir, en effet, Jérémy, je reprends l'intégralité, quand on dit le où, le qui, le quoi et le comment, ça vous paraît très basique. Simplement, lorsque vous allez vous retrouver face à un financeur, lorsque vous allez avoir besoin de sous et que vous allez avoir à convaincre, si vous n'avez pas une vision limpide de ces éléments, de où vous créez, avec qui vous allez travailler, quelles sont vos cibles, qu'est-ce que vous avez à vendre, si c'est que du service ou un couple produit-service, et comment vous allez le mettre en œuvre, vous ne serez pas convaincant. Voilà, donc tout ça, ces éléments en amont vous servent aussi pour aller plus loin dans votre projet. Oui, Jérémy. Oui, non, mais c'est extrêmement essentiel. Enfin, vous verrez, ces parties-là, c'est énormément de travail pour un entrepreneur. Ça fait partie du socle fondamental du business plan. Donc, c'est extrêmement important. Dernier point sur la communication, et même plus globalement sur comment vous allez vous faire connaître et acquérir de nouveaux clients. Donc là, on a vu tout l'aspect un petit peu business, dans le sens vente, j'entends. Là, on va passer à l'aspect financier. Un projet de création d'entreprise, on dit qu'il est idéal s'il réunit 3 critères. Premier critère, c'est la désirabilité. J'en ai un petit peu parlé avant. Est-ce que les gens ont envie d'acheter ce que j'ai envie de vendre? Facile. Deuxième critère, c'est ce qu'il est techniquement faisable. Est-ce que j'ai les moyens de mettre en œuvre mon projet ou est-ce qu'il existe des moyens externes? Est-ce que des gens peuvent le faire pour moi? Est-ce que la technologie le permet? Et le troisième point, je pense que c'est très important, en tout cas pour les individus que nous sommes, c'est la viabilité. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec mon projet? Est-ce que ce projet peut devenir un vrai projet de vie où je peux quitter mon job et vraiment devenir un entrepreneur? Et donc, pour répondre à cette question, sur la viabilité d'un projet, on va travailler sur tout un tas de documents qui sont listés ici. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, mais en effet, vous avez d'une part un prévisionnel où on va regarder le plan de financement, prévisionnel, financement, peu importe, où on va regarder quels sont vos besoins en matière de financement avant même de pouvoir vendre un. Donc, pour pouvoir vendre un, de combien d'argent vous avez besoin? Et le deuxième document qui est extrêmement important, c'est le compte de résultat, où là, on va se projeter, parce qu'il s'agit de faire une projection, sur une année de vie de mon entreprise. Alors, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça, tout va dépendre de combien vous voulez lever des fonds, comment, etc. Mais toujours est-il que vous allez devoir imaginer les flux financiers. Donc, voilà, si j'ai besoin du salaire, combien je vais devoir payer cette personne, si je vais avoir besoin de frais, peu importe. Essayez de les lister et de mettre un montant derrière tout ça, et également un montant sur un chiffre d'affaires.
Alors souvent, quand on est entrepreneur, sauf cas particulier, il ne faut pas s'imaginer qu'on gagne des 1000 et des 100 comme ça, hein. Et que généralement, les premiers mois, voire la première année, il vaut mieux être très prudent et en tout cas, sur le salaire qu'on peut se verser, attention, tout dépendra justement de votre business model, mais soyez prudent. Ce qui peut être intéressant aussi dans vos projections, c'est de faire des hypothèses, une hypothèse basse, une hypothèse haute et une hypothèse intermédiaire. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et même chose en termes d'argumentaire, lorsque vous aurez à présenter votre projet, vous serez capable de montrer que vous avez une vision haute, une vision basse, et peut-être que vous avez retenu la vision intermédiaire pour demander en effet un certain nombre d'éléments financiers, de prêts, etc. Mais on pourra y revenir. Oui, Jérémy? oui, absolument. Mais par contre, tu as évoqué un point que je n'ai pas évoqué avant, c'est le business model, le modèle économique. Hein, concrètement, c'est comment vous allez gagner de l'argent, hein, sur quels moyens. Est-ce que c'est de la vente unique, par exemple, hein, c'est simplement une des briques du modèle économique que j'évoque ici, mais est-ce que vous allez faire de la vente unique? Est-ce que vous allez davantage proposer de l'abonnement? Ce choix-là aura un grand impact sur vos prévisionnels financiers. À noter, par exemple, qu'une vente unique, on vend une fois et puis après, pour reconquérir le client, il faut remettre de l'argent, réinjecter de l'argent. Alors que quand on fait un abonnement, on fait une vente qui est récurrente et qui se reproduit tous les mois, où j'ai une rentrée d'argent sans faire aucun effort. Donc, c'est parfois très intéressant aussi de s'interroger sur ce modèle-là. Autre point qui est important, mais moi, quand je faisais de l'accompagnement, là, j'en fais plus depuis bientôt 1 an, j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui me venaient me voir en me disant: «Oh là là, je ne sais pas quel statut juridique choisir», alors qu'ils n'avaient rien travaillé en amont. Ils n'avaient pas étudié leur marché, ils n'avaient pas de business model, ils n'avaient aucun élément financier, mais par contre, leur grande interrogation était: «Quel statut juridique je dois choisir?» Alors en effet, c'est une question importante, mais croyez-moi qu'elle arrive vraiment à la fin. C'est vraiment avant de déposer les statuts de l'entreprise, ou en tout cas aller immatriculer son entreprise, pour ne pas vous spoiler la slide suivante, que vous allez vous interroger là-dessus. Et en effet, le statut juridique, il va dépendre de tout un tas de critères. Euh, et en fait, est propre à chaque individu. Il n'y a pas de bonne réponse sur le statut juridique. Il n'y a pas un cas: «Ah, moi j'ai envie de faire du e-commerce, ce sera plutôt une SAS». Non, pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'engager comme patrimoine, de l'ambition que vous avez pour votre entreprise, de la nature de votre activité, de votre situation personnelle actuelle. Hein, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat: «Moi, j'y vais petit, je garde mon activité salariée, je me lance en tant qu'entrepreneur», et auquel cas, quel est le meilleur statut pour faire ça? Et voilà, donc en fait, ce sont la somme des réponses à ces questions-là qui vont vous permettre d'arriver au statut qui correspondra à ce que, à votre besoin, finalement. Et un élément aussi qui va, je me permets d'insister sur un point qui est notamment, hein, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, mais la notion de pouvoir de décision. Demain, lorsque vous aurez à prendre une décision, sauf cas particulier d'être à plusieurs, c'est vous qui allez la porter. Mais la question du choix du statut de votre société va aussi définir comment cette décision peut être prise. Est-ce que vous voulez conserver, entre guillemets, le pouvoir à 100% ou pas? Et si vous êtes plusieurs, comment est-ce que ce pouvoir va être réparti? Évitez à tout prix, si vous êtes avec un associé, d'être à 50-50 sur une décision. Voilà, en termes de pouvoir, il faut toujours qu'il y en ait un qui ait au moins 51%. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations, des fois, de complexité. Maintenant, si vous êtes tout seul, le problème ne se posera pas, mais attention, pensez aussi à ces éléments de réflexion demain pour prendre une décision. Au final, si on est deux, c'est qui le pouvoir? Comment on décide? Voilà. Oui, ouais, absolument. Je pense qu'il faut bien fixer les règles dans la société, hein. Il y a différents mandats sociaux qui existent. Et en effet, je pense doit y avoir un des associés qui est majoritaire. C'est important. Donc voilà, après, vous avez le choix, hein, entreprise individuelle, société. Donc là, il va y avoir les notions de patrimoine qui vont rentrer en jeu. Est-ce que vous souhaitez l'engager ou non? Est-ce que vous êtes à plusieurs ou non? Là, encore une fois, c'est un choix que vous devez faire sur qu'est-ce que vous avez envie de risquer, hein. Encore une fois, on retrouve cette aversion au risque et le risque que vous avez envie de prendre pour votre entreprise.
Et toujours sur cette distinction entre les entreprises individuelles et les sociétés, vous avez ce qu'on appelle vraiment des entreprises individuelles, ensuite des micro-entrepreneurs, où là, le régime fiscal sera l'impôt sur le revenu. Donc, c'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires que vous réaliserez pour le compte de votre micro-entreprise, par exemple, sera déclaré chaque année sur votre déclaration d'impôt des revenus. Et d'ailleurs, c'est vrai à tel point que vous n'êtes même pas obligé d'ouvrir un compte en banque séparé pour gérer votre micro-entreprise, par exemple. Pour les sociétés, vous avez deux possibilités, soit l'impôt sur les revenus, soit l'impôt sur les sociétés. Ça va dépendre du statut que vous allez choisir. Encore une fois, je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes, mais vu l'intitulé du webinaire auquel vous participez, je pense que vous êtes sur une phase où vous voulez amorcer une dynamique, où vous vous interrogez sur le sens que vous voulez donner à la suite de votre carrière. Ne vous prenez pas la tête sur ces questions juridiques, il y a des spécialistes qui vous accompagnent. Beaucoup le font gratuitement sur comment je choisis le bon statut juridique. Je l'ai dit en introduction, la France, c'est un pays qui aide énormément les entrepreneurs. Je pense que le plus gros business angels, si vous êtes familier avec ce terme, donc c'est des gens qui aident financièrement des projets. Le plus gros business angels de France s'appelle Pôle emploi, qui finance les entrepreneurs grâce aux indemnités Pôle emploi. Et ça, c'est une vraie chance pour permettre aux entrepreneurs de s'épanouir, de créer leur entreprise en risquant un maximum et en pouvant ne serait-ce que se loger et manger chaque mois, parce que ça a été dit aussi, il ne faut pas croire que l'entrepreneur, dès le premier mois, ou même, voire même dès la première année, se verse un salaire de 4 000, 6 000 euros. Dans la majorité des cas, ce n'est pas comme ça. Et donc, c'est très bien qu'en effet, que Pôle emploi puisse aider là-dessus. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là, n'hésitez pas à les contacter. Ça, c'était le premier point. Le second, c'est qu'il y a des dispositifs bien souvent publics, alors qui sont gérés par des associations, mais financés par l'État, qui aident au financement par des mécanismes, notamment de prêts d'honneur. L'ADI, par exemple, qui finance tous ceux qui seraient interdits bancaires. Donc, la banque refuse de prêter parce que taux d'endettement trop important, parce que à découvert tous les mois, peu importe. L'ADI peut venir en soutien et de manière un peu plus classique, certains réseaux, donc sur du prêt d'honneur à taux zéro, qui sont nécessairement couplés à des prêts bancaires. À noter que si vous êtes en situation de handicap, vous avez l'AGFIP qui peut vous aider aussi via du financement. Pas hésiter à contacter aussi l'URSSAF. Alors, évidemment, on paye ses cotisations à l'URSSAF et que, quel que soit, si vous êtes micro-entrepreneur, sachez que vous avez un gros pourcentage de votre chiffre d'affaires qui doit aller à l'URSSAF, mais ils peuvent également vous aider. Et enfin, vous avez évidemment de l'investissement privé qui existe et des subventions qui relèvent encore une fois des collectivités. Il y a beaucoup de subventions qui sont un peu cachées en France. N'hésitez pas à contacter votre mairie, ce qu'on appelle communauté d'agglomération, voire même votre département, puisque voilà, des fois, il y a des aides, alors, parfois sur certains publics, sur les jeunes peut-être, ou sur les publics en reconversion, mais en tout cas, n'hésitez pas à toquer à la porte, on l'a dit, un entrepreneur est quelqu'un d'opportuniste. Jérémy, si tu le permets, je reviens juste une seconde sur les aides au financement. En effet, ces différentes plateformes de financement que vous avez en haut de l'écran, France Active, Réseau Entreprendre, Initiative, etc. Ce qui va, déjà, on vous invite vraiment à aller vous renseigner, mais le conseil en évolution professionnelle ou d'autres opérateurs pourront vous aider à mieux y voir. C'est que derrière, ces plateformes vont financer en fonction aussi, par exemple, du nombre d'emplois que vous allez créer. Et le montant des prêts et des aides qui vont pouvoir donc vous accorder sera en effet fonction, voilà, les montants ne seront pas les mêmes et souvent sera associé à ces montants le fait que vous créez soit seul ou vous créez plusieurs emplois. Voilà, donc c'est différents noms. Vous allez en entendre parler en tout cas. Oui, bien sûr. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en effet, il faut savoir que là, en tout cas, pour les logos qui sont présents, ce sont des prêts à la personne et non pas à l'entreprise. Donc, plus vous êtes associé, plus vous pouvez emprunter. Ça, c'est la première des choses. Et en effet, France Active, on est sur, en tout cas en Île-de-France, je ne vais pas m'engager pour les autres régions, mais sur des prêts de 20 à 30 000 euros dans certaines exceptions, alors que Réseau Entreprendre, c'est davantage 50 000 euros minimum. Voilà, et quand Jérémy
Tu disais tout à l'heure, en effet, ce sont des prêts d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, ce terme-là, c'est du prêt à taux zéro et c'est un prêt qui permet de faire ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire grâce à cet apport d'argent, vous allez pouvoir contracter auprès de prêts traditionnels bancaires d'autres éléments. Voilà, donc c'est taux zéro, il faudra le rembourser quand même, et c'est ça qui va vous aider aussi à obtenir un autre prêt. Voilà. Pardon, Exactement. Jérémy, je te laisse poursuivre. Non, mais il n'y a aucun problème. Encore une fois, se dire qu'il y a des aides, c'est très bien, ça donne de la motivation pour se lancer. N'allez pas toquer à la porte de France Active ou Réseau Entreprendre si vous n'avez pas travaillé en amont sur votre business plan, ça ne servira à rien. Donc les démarches, comment on fait concrètement? Alors, déjà parlons de la micro-entreprise parce qu'il faut savoir qu'en France, 70% des créations sont des micro-entreprises. Une micro-entreprise, ça se crée gratuitement. Ne tombez pas sur les arnaques de certains sites que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de l'URSSAF. Je peux en créer plusieurs micro-entreprises? Alors, non, mais on peut avoir. Je ne vois pas l'intérêt d'en créer plusieurs, en fait. C'était une des questions, donc voilà, je dis ça comme ça au passage. Non, Est-ce mais on que peut j'ai le avoir droit de créer plusieurs plusieurs activités. micro-entreprises? On peut avoir plusieurs activités. Bon. Est-ce que tu peux développer un petit peu, Jérémy, ça sur les plusieurs activités? Parce qu'il y a par exemple, il y a une question effectivement dans le chat, Hélène Bah, qui demande, est-il possible de cumuler plusieurs activités? alors là, il faut voir ce qu'on entend par activité. Moi, là, comme ça, instinctivement, je lis la question, sauf si elle est spécifique à la micro-entreprise, mais on peut tout à fait être en CDD ou en CDI et avoir une micro-entreprise. Il faut regarder votre contrat de travail, quel est l'impératif de déclarer à votre employeur la micro. Il me semble que c'est obligatoire. Encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est obligatoire de signaler à son employeur qu'on a une micro à côté. Et dans certains cas, l'employeur va refuser si vous êtes en concurrence directe avec l'activité de votre entreprise. Moi, je vous donne un exemple. Je travaille pour une boîte qui accompagne des entrepreneurs. Je n'ai pas le droit d'avoir une micro pour accompagner des entrepreneurs par ailleurs. Ok, je te laisse poursuivre, Jérémy, parce qu'il est déjà 32. Oui. Donc, on a traité le cas de la micro-entreprise. Pour les autres cas, vous devez contacter en effet un centre de formalité des entreprises. Aujourd'hui, vous avez un point d'entrée unique pour immatriculer votre entreprise, ça s'appelle un CFE, et il s'occupe de tout. Vous fournissez les papiers, lui, il envoie l'URSSAF, il envoie un truc, un machin. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Et en effet, après, s'adresser au centre de formalité des entreprises en fonction de votre activité, la CMA pour les activités artisanales, la CCI pour tout le reste, en gros, sauf les activités libérales à déclarer directement à l'URSSAF. Donc maintenant, c'est bien beau, tout ça, mais je pense que vous l'avez compris, c'est un long marathon, il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas forcément toutes les compétences. Et en fait, la première compétence d'un entrepreneur, celle qui me semble la plus essentielle, c'est de savoir s'entourer. Avoir l'humilité, le courage, appelez ça comme vous voulez, mais de se faire accompagner. C'est extrêmement important, les chiffres le prouvent. On a 2 fois plus de chances d'immatriculer sa boîte si on est accompagné, et on a plus de 3% de chances d'exister à l'issue de 3 ans si on est accompagné. Donc les chiffres le prouvent. Soyez accompagnés. Et il se trouve pareil en France qu'on a un espèce d'écosystème entrepreneurial qui est super riche, où vous avez en effet des experts comptables qui sont là pour vous accompagner sur notamment tous les aspects financiers de votre entreprise. Des organismes de financement, on en a parlé. Les organismes de formation, si vous n'êtes pas en maîtrise sur certaines compétences clés de votre entreprise, n'hésitez pas à vous former. Vous avez du CPF, vous avez tout un tas de trucs qui existent. Des coopératives, alors là peut-être qu'on parle des coopératives d'activité d'emploi pour tout ce qui est portage salarial. Donc vous avez la possibilité de créer votre entreprise, mais d'être salarié d'une coopérative. Donc vous réduisez le risque, vous avez un salaire net mensuel qui est toujours le même si votre chiffre d'affaires fluctue en fonction de l'activité. Des chambres consulaires, donc là, c'est les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers de l'artisanat. Des pépinières d'entreprise qui vont vous héberger quand vous êtes tout jeune, tout juste créé, voire même pas encore.
Et enfin, des organismes d'accompagnement tels que la BGE Paris ou le réseau BGE même pour parler à l'ensemble du territoire national, qui vous accompagnent très souvent gratuitement sur votre projet d'accompagnement, sur votre projet de création d'entreprise. Et donc, en fait, il se trouve qu'en France, mis à part un petit point que moi j'identifie, un petit trou dans la raquette que j'identifie, mais il existe un service, un organisme, une structure qui est là pour vous accompagner, quelle que soit l'étape ou le besoin que vous avez sur votre projet de création d'entreprise. Et ça, c'est vraiment une chance. Donc, j'en ai terminé. Oui. Donc, en fin de compte, vous avez vu que ça fait beaucoup de questions quand même. Hein. La notion de densité, de richesse d'informations. Il y a des choses qui peuvent paraître plus ou moins compliquées. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Ça fait quand même pas mal de choses. Rassurez-vous. Venez nous rencontrer. Quand je vous dis venez nous rencontrer, je fais allusion au conseiller en évolution professionnelle. C'est vraiment sa mission. Donc concrètement, le conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider sur ces différents champs. Alors, on va poursuivre sur un dispositif plus qu'un autre. Il y en a plusieurs. Donc, on ne peut pas rentrer dans le détail. Et donc, le conseiller en évolution professionnelle pourra justement balayer avec vous différentes alternatives. Il y a un dispositif qui ressort un peu plus là à l'instant qu'un autre. C'est parce que, comme on vous l'a expliqué, nous, on s'occupe de salariés. Et quand on veut quitter l'entreprise pour se lancer dans un projet de création d'entreprise, il peut y avoir différentes alternatives, mais il y a un moyen, mais ce n'est pas le seul, hein, j'insiste bien, c'est ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire. Donc, le dispositif démissionnaire, il va vous permettre, en effet, de toucher vos allocations de retour à l'emploi dès que vous aurez démissionné pour un projet de création d'entreprise. Et habituellement, lorsqu'on démissionne, on n'est pas couvert par Pôle emploi, on n'est pas couvert par des allocations. Là, il existe un dispositif qui va permettre de le faire, mais attention, il faut être très prudent. Pour en bénéficier, il faut déjà être en CDI. Voilà, vous avez bien entendu, CDI. Il faut au moins 5 ans d'activité salariale, peu importe le nombre d'employeurs, mais au moins en cumul, il faut que vous ayez au moins 5 ans d'activité. Et il faut avoir un projet en effet de reconversion et qui soit qualifié de réel et sérieux. Et qui est-ce qui va porter ce jugement, qui va apprécier cette notion de réel et sérieux? Ce sont les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Je vais quand même prononcer son nom, parce que même si ce n'est pas agréable à entendre, c'est pire. Voilà, c'est leur nom, c'est l'anagramme, mais concrètement, ce sont des commissions qui sont auprès d'un organisme financeur qui s'appelle Transition Pro, et les transitions professionnelles, Transition Pro, sont des associations qui anciennement s'appelaient FONGECIF. Voilà, donc c'est au sein de ces associations régionales que pourront être en effet présentés vos projets, et c'est là où une commission portera un jugement sur le caractère réel et sérieux. Concrètement, vous avez juste en dessous le site officiel qui vous donne tous les détails sur comment mobiliser, comment utiliser ce dispositif. Et surtout, le premier point important, c'est en effet, au travers de ce site, de vérifier si vous êtes éligible. Voilà, une fois que vous avez vérifié que vous êtes éligible au dispositif, vous pouvez avoir recours au conseil en évolution professionnelle, parce que, et quand je dis vous pouvez, je me donne une gifle, parce que ce n'est pas le terme, vous devez, c'est une obligation. Si vous ne passez pas devant un conseil en évolution professionnelle, et ça avant votre démission, vous ne pourrez pas être couvert par ce dispositif. Donc, c'est vraiment le conseiller en évolution professionnelle, c'est lui qui va être la première étape pour justifier et vous rassurer sur le caractère réel et sérieux de votre projet. Mais avant même de le rencontrer, vous l'avez bien compris, d'abord, allez sur le site et vérifiez votre éligibilité à ce dispositif. Concrètement, voilà les différentes étapes en ramener. Donc, on l'a évoqué sur la gauche. 1, vous allez sur le site de démission reconversion, vérifiez votre éligibilité. 2, vous prenez contact, et je vais vous expliquer comment d'ici quelques minutes, comment prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider dans ces réflexions. 3e étape, avec l'aide de votre conseiller, vous allez pouvoir remplir donc un document administratif qui voilà, est un document dans lequel le CEP va apporter un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, ce volet CEP, il faudra le déposer
dans votre dossier. Ce fameux dossier, alors c'est un dossier digital, principalement pour ceux vraiment qui auraient des difficultés à passer par Internet. Les associations de transition pro acceptent à la marge des dossiers déposés papier, mais on vous invite quand même à travailler avant tout sur le digital. Et le conseiller en évolution professionnelle sera là pour vous aider aussi. Et donc, c'est dans ce dossier que vous devrez déposer les autres éléments qui vont donner du poids et justifier de la pertinence de votre projet. Ce sont des éléments sur lesquels Jérémy a pu déjà s'étendre tout à l'heure, qui sont à la fois l'étude de marché, le prévisionnel financier, et puis un certain nombre d'autres documents. On ne va pas rentrer plus dans le détail. Une fois que vous avez déposé ce dossier, au sein de Transition Pro, vous voyez que la fameuse commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CEPIR, elle dispose de 2 mois pour vous donner une réponse. Et au-delà, on considérera que votre demande est acceptée. Je vous invite, même si c'est marginal, à avoir toujours une réponse parce que ça sera plus simple, mais je rentrerai plus dans le détail après. En cas de réponse positive, et tant mieux, vous aurez, un délai par contre pour vous inscrire à Pôle emploi. Et quand on dit vous inscrire, c'est véritablement démissionner. Ne démissionnez pas avant d'avoir cette fameuse réponse de la commission. Sinon, vous allez vous retrouver, excusez-moi l'expression, vous allez vous retrouver marron. Vous aurez démissionné, vous ne serez pas couvert par Pôle emploi. Donc surtout, ne faites pas ça. En cas de refus, vous pourrez aussi avoir un délai de 2 mois pour déposer un recours. Et là aussi, le conseil en évolution professionnelle pourra vous aider. Vous l'avez bien compris que le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est avant tout une personne, femme, homme, qui est là pour faire en sorte de minimiser tout ce qui est lié à votre stress et à vos inquiétudes. Et c'est normal, quand on se lance sur un projet de création de reprise, on a plein d'interrogations, plein de doutes. Et c'est là aussi le conseiller qui va vous expliquer, et je dis bien expliquer et vous guider. Il n'impose rien et il ne décide pas à votre place sur quelle est la meilleure procédure, quel est le dispositif qui vous aidera dans votre projet. Et il vous aidera à mettre en place une stratégie pour avancer dans ce projet. Comment je vais pouvoir quitter mon entreprise aussi? Et puis, quels sont les organismes? Jérémy, là aussi, l'a très bien présenté. Quels sont les organismes d'accompagnement? Nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas fiscalistes. Et pour certains, pour la mise en œuvre détaillée d'un business plan, là, comme l'évoquait entre autres Jérémy, vous avez des structures qui sont là pour vous aider et entre autres gratuitement. Donc, on sera là aussi pour dégrossir et vous orienter, vous faire gagner du temps. Comment formaliser un business plan, quel financement sont des éléments sur lesquels on pourra en effet vous faire gagner du temps. Le conseil en évolution professionnelle, rapidement, pour que vous puissiez quitter ce webinaire en ayant des choses bien structurées, vous l'avez compris en premier, vous ne l'avez pas compris, ce que je ne vous l'ai pas dit. C'est gratuit. Le conseiller en évolution professionnelle, ça ne vous coûte rien. En plus, c'est confidentiel. Donc, même si vous êtes salarié, vous respirez, on ne va pas téléphoner à votre employeur, ou même si nous téléphonez, ce qu'il ne fait jamais, on ne lui dira rien. C'est un conseil qui est neutre. Voilà, on n'est pas le tonton, on n'est pas le fiston, on n'est pas la maman, les machins, etc. Donc, si on a des choses à vous dire, on pourra les faire d'autant mieux que l'ensemble des conseillers sont des professionnels de l'accompagnement. Et on n'a rien à vous vendre. On n'est pas un organisme de formation, on n'a rien à vous prendre sur votre compte CPF. Donc, les échanges sont impartiaux. Et quand on vous parle d'échanges qui sont accessibles, le conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez le rencontrer en présentiel. Voilà. On a des agents sur toute la France, à distance, téléphonique ou en visioconférence. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, vous l'avez compris, c'est véritablement vous permettre d'avoir un appui. Et je le répète, il est destiné aux salariés et aux indépendants et il permet de faire un point sur votre situation professionnelle et de vous aider en fonction de vos avancées. On est tous différents, à aller plus vite, à prendre des décisions de façon plus éclairée pour vous permettre de continuer votre évolution. Et l'évolution, dans le cas qui nous concerne, pourrait passer par, en effet, la création ou de la reprise d'entreprise. Mais alors, concrètement, je m'adresse à qui? Vous avez en face de vous les différents opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Je vais volontairement commencer par la droite. Donc, sur la droite, c'est si je suis aujourd'hui en situation de handicap ou si je suis dans une démarche de reconnaissance
de handicap, eh ben, j'ai un réseau qui est spécialisé dans le conseil en évolution professionnelle pour ma situation, c'est le réseau des Cap Emploi. Si, en effet, j'ai moins de 26 ans, il va falloir que j'en me peigne un peu les cheveux parce que je ne serai pas crédible. Moins de 26 ans, eh ben, dans ces cas-là, concrètement, je vais m'adresser aux missions locales. Si je suis demandeur d'emploi, le conseil en évolution professionnelle, c'est par Pôle emploi. Si je suis cadre, je peux m'adresser à l'Association pour l'emploi des cadres qui dispose d'un certain nombre de centres sur toute la France. Et enfin, sur la gauche, si je suis salarié du secteur privé et, ou travailleur indépendant, eh ben voilà, j'ai les différents acteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure qui sont à ma disposition. Voilà. Le conseil évolution professionnelle est déployé par différents opérateurs. Vous les avez en face de vous. Concrètement, lorsque je rencontre un conseiller en évolution professionnelle, c'est avec quel objectif? Non. Alors, je repars ici, ça a été trop vite. Donc, on peut en effet à la fois travailler avec vous sur toute question liée à l'évolution professionnelle, le thème qui vous intéresse aujourd'hui, qui est plutôt la création ou la reprise d'entreprise. Vous pouvez avoir des questions liées à de la certification professionnelle ou voire à de la mobilité, hein, que ce soit la mobilité à l'intérieur même de votre entreprise comme sortir de votre entreprise. Avoir des projets de reconversion ou de transition professionnelle ou tout simplement d'avoir envie de développer vos compétences. Bref, sur toutes ces différentes réflexions propres à chacun et chacune, le conseil en évolution professionnelle, il est avant tout pour vous aider à élaborer et formaliser et mettre en œuvre tout ce qui peut être de l'ordre de vous aider, vous faire gagner du temps dans votre projet professionnel. Comment ça se passe? 2 mots. Avant tout, on est sur un accompagnement et un conseil qui est individualisé, donc il est propre, il est adapté à vous. Adapté parce que dans un premier temps, vous allez pouvoir véritablement exprimer votre demande, pourquoi vous nous rencontrez, comment on peut vous aider, quel est votre besoin. On va vous faire un retour d'un premier niveau d'information pour vous déjà vous donner des repères, que ce soit sur les métiers ou l'offre de formation, l'environnement professionnel ou les dispositifs de financement. Quand on parlait des différentes alternatives de financement ou la façon dont je peux quitter mon entreprise, tous ces éléments-là, on pourra y répondre et derrière, d'identifier comment, par quelles étapes, quelles démarches vous allez pouvoir mettre en œuvre et comment vous allez pouvoir y donner suite. Mais je vous rassure, celui qui décide et celui qui met en œuvre, c'est vous. Ce n'est pas le conseiller en évolution professionnelle. On est bien sur un accompagnement qui est personnalisé, qui va vous permettre véritablement d'obtenir des informations qui vont vous être utiles et qui vont vous permettre, j'en reviens toujours à votre projet, de vous assurer qu'il est suffisamment viable. Et si, pour X raisons, ce n'était pas le cas, en tout cas, vous aurez des visions sur comment faire pour avoir une meilleure vision des possibilités et que vous puissiez prendre une décision la plus confiante. Et pour cela, on vous aidera à construire un plan d'action. Et ce plan d'action étant dans des phases aussi de réflexion et on vous aidera dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Au final de tout ça, c'est bien gentil, mais concrètement, je fais comment pour rencontrer ce fameux conseiller en évolution professionnelle? Eh bien, vous avez en face de vous un site unique qui est mon-cep, je vais plus vite, .org. Donc, j'ai mes yeux des fois qui vont plus vite que ma langue, donc c'est un peu compliqué. Donc, ce site, il va vous permettre d'identifier au travers de la rubrique « Je trouve mon conseiller ». Vous avez une copie d'écran et c'est simple. Vous allez indiquer quelle est votre situation. Voilà. Vous l'avez compris, être demandeur d'emploi, ça va être plutôt certains réseaux. Si j'ai moins de 26 ans, si je suis en situation de handicap ou si je suis salarié ou indépendant. Bref. Ensuite, vous indiquez la ville où vous souhaitez, où ça serait le plus pratique pour vous d'avoir ce contact avec le conseiller en évolution professionnelle. Est-ce que c'est proche de votre domicile? C'est possible. Est-ce que c'est proche de votre lieu de travail? C'est possible. Bref, vous indiquez la ville, vous cliquez et là, par magie, vous avez toute une liste qui apparaît de vos opérateurs les plus proches et comment les contacter pour prendre rendez-vous. Vous ne pourrez pas être accompagné par plusieurs opérateurs du CEP. Donc, quand vous en avez choisi un, il n'y en aura pas 36. Voilà. Donc, comme c'est un service, et on l'a évoqué,
gratuits, personnalisés, etc., vous ne pouvez pas être suivi par 36 000 personnes. Quand on est salarié, on évoquait en effet le fait d'être accompagné par différents opérateurs et pour des situations où je deviens demandeur d'emploi, à partir du moment où, si j'étais demandeur d'emploi au démarrage chez Pôle emploi, voire l'APEC, en tant que cadre demandeur d'emploi, je peux aussi m'adresser à l'APEC, mais quand je suis sinon salarié, si je commence un accompagnement avec un conseiller CEP, des autres opérateurs, il n'y a pas de souci que je deviens demandeur d'emploi, vous avez aussi la possibilité de poursuivre l'accompagnement avec votre conseiller en évolution professionnelle. On ne va pas vous jeter, hein, ne vous inquiétez pas. On est humain. Voilà, donc voilà les grands éléments qui vous permettent à la fois d'avoir un peu plus de recul dans vos réflexions liées à la création de la reprise d'entreprise et de voir que le conseil en évolution professionnelle, c'est un incontournable au démarrage pour vous rassurer, vous faire gagner du temps, vous guider et en effet, il pourra vous emmener vers d'autres opérateurs spécialisés selon vos besoins. Voilà. Marlène, je vais te donner la parole. Il nous reste 9 minutes. Voir si il y a des éléments sur lesquels on a besoin de revenir, certaines questions plus que d'autres. Oui, il y a quelques questions que j'aimerais vous soumettre auxquelles je n'ai pas répondu. Il y a Ambroisine qui demande si deux mêmes salariés d'une entreprise peuvent demander le dispositif démissionnaire. Alors, le dispositif démissionnaire est un dispositif qui est à l'initiative de l'individu. Donc, un employeur déjà ne peut pas imposer à quelqu'un d'utiliser ce dispositif. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, à partir du moment où c'est à la discrétion de la personne, chaque personne est libre de présenter tout projet à son employeur. Et si c'est le cas que l'employeur se retrouve au même moment face à des salariés qui lui indiquent qu'en effet, il rentre dans un dispositif qui est démissionnaire, de toute façon, l'employeur là-dessus ne pourra rien dire. Voilà, c'est un droit sur lequel le salarié peut avoir recours. Donc, peu importe le nombre. Maintenant, soyons intelligents et n'hésitons pas à communiquer aussi avec l'employeur, quoi. Merci Bon, Philippe. voilà, merci, au revoir. Non, je cherche une autre question. Je répondais à Non, une mais question. Attends, Juste, il y a une pardon, pour question. compléter sur la question de Alban qu'on avait un petit peu traitée là. C'est pas possible d'avoir plusieurs micro-entreprises, hein. Légalement, c'est interdit. Par contre, plusieurs activités au sein d'une même micro-entreprise, c'est possible. Ah, précision très intéressante, oui. D'accord. Alors, attends, ah oui, il y a Hélène qui demandait, je n'ai pas répondu, qui demandait pour protéger le nom commercial, comment faire et à qui s'adresser? Moi, je peux répondre si vous voulez. Alors, pour tout ce qui est protection, notamment du nom commercial, d'un logo, d'un secret industriel, que sais-je, que vous aurez pu trouver, il faut que vous adressiez à un organisme qui s'appelle l'INPI. Donc, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, et donc, en effet, qui relève de tout ce qui relève de la propriété intellectuelle est à déposer chez eux. On vous invite aussi, avant, et vous avez possibilité sur le site de l'INPI, entre autres, c'est de vérifier si le nom sur lequel vous voulez exercer votre activité est déjà pris ou non. Parce que vous n'aurez pas le droit, ou en tout cas, vous vous exposerez à des poursuites si vous utilisez exactement le même nom. Donc, c'est pour ça qu'en allant sur ce site, vous aurez possibilité, en faisant une recherche, de voir si votre nom est déjà utilisé. Et s'il faut y rajouter un S, un E, ou je ne sais pas trop quoi, attention, des fois, ça peut changer vraiment le sens qu'on veut indiquer. Donc, mais attention, ne vous lancez pas, en tout cas, sur un nom qui est déjà utilisé. Ça vous posera des problèmes. Sauf si le secteur d'activité est totalement différent. Et à condition que voilà, l'entreprise ne se soit pas vraiment très, très bien protégée. Si vous voulez vous amuser à vous appeler Nike, par exemple,
et que c'est pour ouvrir un restaurant, croyez-moi que Nike vous attaquera. Parce que c'est Nike. Ils sont gros, ils ne l'acceptent pas. Par contre, si une boîte beaucoup plus classique qui, lui, a un restaurant, s'est déjà immatriculé et que vous voulez vendre du shampoing, je dis n'importe quoi, hein, a priori, ça passe. Autre élément de réflexion, pour reprendre l'exemple de Jérémy, hein, donc si concrètement je veux ouvrir une boutique de restaurant et que je veux m'appeler Nike, je ne sais pas ce que vous en pensez, et de toute façon vous ne pourrez pas parler, vous n'avez pas le micro, mais bon, allez dans un restaurant qui s'appelle Nike, comme ça spontanément quand vous regardez Internet, le nom Nike, c'est pas forcément ça qui va vous faire comment dire, qui va vous saliver, quoi. C'est pas vraiment parlant. Nike, on l'associe à une image, quoi. Donc, quand on choisit un nom d'une société aussi, il faut vraiment que ce nom, derrière, il ait du sens. Soit pour soi-même en tant que porteur de projet et qu'on soit capable d'expliquer pourquoi ce nom est peut-être l'association des deux prénoms de l'associé, j'en sais rien, quoi. Il faut qu'il y ait une logique. Et plus cette logique sera compréhensible par vos cibles, n'oubliez pas qu'un nom, c'est un nom, c'est ça aussi qui va être important, mieux ce sera. C'est pour ça que des fois, vous avez des sociétés qui ont un nom, voilà, un statut quand elles se créent, et que commercialement, elles utilisent un autre nom. Voilà. Donc, la raison sociale d'une société n'est pas forcément le nom commercial qu'on va utiliser après lorsqu'on la crée. On pourra en reparler une autre fois. Une autre question, il nous reste 4 minutes. Oui, il y a Ambroisine qui demandait tout à l'heure par rapport à la mise en place du dispositif démissionnaire pour 2 personnes de la même entreprise. Elle précise que c'est pour le même projet. Donc, c'est 2 personnes qui quittent l'entreprise de départ pour aller créer une structure ensemble. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, non. Non, ça ne change rien du tout. Le dispositif démissionnaire, c'est un droit à chacun. Donc, la démission, après, le cadre de la démission, on l'a évoqué, hein, donc avant de démissionner en utilisant en tout cas le dispositif démissionnaire, il y aura des points de vigilance à travailler en amont. Est-ce que je suis éligible? Alors, une fois que je suis éligible, est-ce que, en effet, j'ai bien rencontré mon conseiller en évolution professionnelle avec lequel j'ai travaillé? Et de ce rendez-vous, derrière, en effet, j'ai déposé un dossier où mon projet a été qualifié de projet sérieux et il faut qu'il passe devant la fameuse commission CEPIR. C'est elle qui va véritablement définir déjà si c'est bon. Et c'est seulement là qu'une fois que ces éléments arriveront à Pôle emploi, que vous pourrez démissionner. Mais attention, donc je ne vais pas m'attarder là sur ce dispositif, mais quand vous êtes à Pôle emploi, l'allocation de retour à l'emploi, les fonctions déjà de vos droits. À ce jour, globalement, sauf cas particulier, le maximum que vous pourrez avoir, c'est 2 ans de couverture. Et quand on est à Pôle emploi, et la même chose, je fais quelque chose de très simple, schématiquement, par rapport à la moyenne de ces 12 derniers mois de salaire, on a schématiquement 55% du salaire qui saute. Voilà. Donc ça veut dire que mes ressources, elles sont divisées par 2. Et qui va prendre en charge éventuellement ma formation? Parce que là, on parle du salaire, mais la formation, le coût pédagogique, etc., c'est Pôle emploi qui va apprécier du fait que vous êtes demandeur d'emploi, vous rentrez comme d'autres demandeurs d'emploi dans leur priorité de financement en fonction de différents critères. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le dispositif démissionnaire, il est intéressant, il n'existait pas, mais que votre conseiller en évolution professionnelle pourra vous parler, alors que vous êtes encore salarié, d'autres dispositifs qui vous permettront certainement d'aborder plus sereinement, y compris la prise en charge à 100% de votre salaire et des frais pédagogiques. C'est le fameux PTP, le projet de transition professionnelle. Ce dispositif que vous connaissez, que vous avez entendu parler, s'appelait avant le congé individuel de formation, le CIF. Donc, on ne rentre pas plus dans le détail, mais vous l'avez compris, plus vite vous aurez un échange avec un conseiller en évolution professionnelle, plus vite vous pourrez clarifier ces éléments. Il est 59, une toute dernière question éventuellement, Marlène. On ne t'entend pas, Marlène. Quand le nom de domaine a été déposé, un nom de structure a été déposé et qu'on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui l'utilise aujourd'hui, alors que ce nom de domaine était en dormance, quels sont les recours
Qu'est-ce qui existe comme recours? Est-ce qu'il y a Enfin, il y a beaucoup de est-ce que c'est par spécificités. l'INPI? Déjà, il faut voir comment il a été déposé. Parce que sur l'INPI, on peut choisir ce qu'on protège, hein, concrètement. Donc ça, c'est déjà voir ce qui a été fait. Oui, oui, Alban, j'ai bien conscience, OK, sur l'INPI, mais en fait, sur l'INPI, OK, on met un nom de marque, on met un logo, mais après, on donne des cas d'utilisation et de protection de cette marque et de ce logo. Et c'est des cases à cocher. Plus on en coche, plus la protection est chère. Donc, je ne sais pas si, par exemple, la personne qui a déposé ce nom sur Instagram a fait une autre activité que la vôtre et que vous avez coché juste la case de votre activité, vous ne pouvez rien faire. En revanche, si vous avez coché une activité que cette personne sur Instagram exerce la même activité et qu'il y a peut-être une question du délai de 15 ans qui sera à prendre aussi en réflexion au bout d'un moment, là, vous pourrez menacer en tout cas la personne de quelque chose. Et là, pour le coup, il faudra se rapprocher d'un avocat pour avoir plus d'éléments. Marlène, je pense qu'on a quand même traité une grande partie Oui, on a traité les questions. des questions. Il est 17h01. Je vais vous remercier tous les deux, mais avant, je vais remercier nos charmants participants, parce que vous avez été nombreux. Vous l'avez compris, donc tout sera à votre disposition en replay, certainement dans la soirée. Vous pourrez retrouver tous ces éléments de présentation, la vidéo, notre humour, qui j'espère n'aura pas été trop corrosif. Et puis, Jérémy, merci à toi. Un petit mot de conclusion avant de laisser la parole à Marlène. Écoutez, non, avec plaisir d'avoir été parmi vous cet après-midi. L'entrepreneuriat, c'est une très belle chose, hein. Donc, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, osez et surtout faites-vous accompagner. Marlène? Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir posé plein de questions. J'espère qu'on a pu y répondre le plus précisément possible et que vous allez pouvoir continuer à avancer dans vos démarches sereinement, mais n'oubliez pas effectivement de contacter un conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir faire le point, avancer, construire votre projet si ce n'est pas déjà fait. Merci Jérémy, merci Philippe. Je ne vous ferai pas l'offusque de prononcer un mot célèbre que Cabron a pu indiquer, qui commence par M et qui a des petits points derrière, simplement pour vous souhaiter, quels que soient vos projets, qu'ils se réalisent. Et on a été content d'être avec vous. On vous souhaite plein de bonnes choses dans vos différentes réflexions, que ce soit la création de la reprise ou autre. Venez nous rencontrer et on vous aidera aussi à aller voir différents réseaux professionnels qui peuvent vous aider. Merci Jérémy d'avoir été présent. Merci Marlène de ton aide. J'allais dire votre aide, mais ils savent qu'on se tutoie, donc je suis grillé maintenant. Et donc, merci à vous. On vous dit au revoir et à une prochaine. Au revoir. Merci pour les pouces. Au revoir. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Au revoir, bon week-end.